Bonjour à tous, on se retrouve après une bonne période d'absence, donc j'avais besoin de stopper un petit peu les vidéos. Et puis est arrivé le conflit donc entre l'Ukraine et la Russie, donc au début je comptais pas faire de vidéo sur le sujet. Puis j'ai vu les réactions des uns et des autres, j'ai vu comment cette situation révélait quelque chose de bien plus grand que ce que l'on pense, et je me suis dit que je devais vraiment en parler. Donc comme on l'a toujours fait, on restera ici très factuel, donc j'ai une liste de sources longue comme le bras, et on va essayer de démêler le vrai du faux. Allez, c'est parti. Alors avant de se lancer tête baissée dans le conflit actuel et de dire toutes les bêtises qui sont répétées en boucle dans les médias, on va avoir un recul historique sur différents points qu'on va évoquer de suite, comme la guerre froide, l'expansion de l'OTAN et une certaine promesse. Alors on commence avec la guerre froide. Donc si vous connaissez bien les événements de la guerre froide, et plus particulièrement la crise des missiles de Cuba, alors vous comprenez ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes en plein dedans. Pour rappel, l'URSS avait placé des missiles durant la crise des missiles de Cuba. Il avait placé des missiles à Cuba et menaçait donc de ce fait la frontière américaine. Tout le monde donc à l'époque a crié son opposition face à cette menace. Ça a failli mener à une troisième guerre mondiale. Pourquoi? Parce que l'intégrité du territoire américain était menacée par des missiles, on pourrait clairement le dire, à sa frontière. Il n'y a qu'une centaine de kilomètres d'océan qui les séparent. Donc si on est d'accord pour dire ça, alors on est d'accord pour dire qu'on ne doit pas avoir une Ukraine qui rentre dans l'OTAN et qui potentiellement aurait des missiles américains sur son sol directement à la frontière russe. Donc une chose qui s'avère toujours constante dans l'histoire, c'est que les pays puissants souhaitent toujours, et c'est une ligne rouge à ne pas franchir, avoir des pays voisins qui ne soient pas une menace directe. L'URSS, elle l'avait construit en son temps donc un glacis protecteur avec les pays d'Europe de l'Est. À la chute de l'URSS, les différents pays de l'Europe de l'Est ont rejoint l'OTAN et l'UE, ce qui a mis fin au glacis protecteur de l'URSS. Et ça n'a pas pu être contesté par l'URSS ni par la Russie après, puisqu'elle était effondrée. Elle ne pouvait pas lutter contre plus fort qu'elle. Maintenant, aujourd'hui, c'est différent. Poutine est président depuis 2012 déjà, donc ça fait 10 ans qu'il a rebâti la Russie, aussi bien économiquement que militairement, on le verra. Donc si le sujet vous intéresse, je vous recommande d'aller voir sur ce site pourleco.com, et donc vous avez le titre ici, Vladimir Poutine à l'origine de sa popularité, le redressement économique de la Russie. Donc là, un bon article ici. Ensuite, vous avez donc les nouvelles armes russes, donc le développement militaire russe avec les missiles hypersoniques, des drones, des sous-marins invisibles, avec notamment un budget militaire multiplié par 4 entre 1999 et 2020. Vous avez aussi sur Science Post, donc la Russie détient l'arme nucléaire la plus puissante au monde, donc je vous recommande aussi cet article. Et donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que aujourd'hui, elle a donc les moyens, la Russie, donc, de dire non à l'avancée de l'OTAN qui continue à ses frontières. Et pour parler de cette expansion de l'OTAN, donc j'ai deux vidéos à vous montrer. Donc la première, c'est le général Vincent Desportes, qui déconstruit l'OTAN en moins de 3 minutes et qui nous donne un recul historique. L'OTAN a accru les tensions en Europe. L'OTAN est une administration dont le premier but était de perdurer. Donc on est allé s'inventer des ennemis, en particulier en Afghanistan. C'est une administration avec des gens qui font carrière. Les Allemands font carrière dans l'OTAN, les Hollandais font carrière dans l'OTAN. Il y a énormément de gens qui ont intérêt à ce que l'OTAN perdure. L'Ukraine souhaite rentrer dans l'OTAN. Vous serez probablement d'accord avec moi sur le fait qu'il ne faut pas l'admettre demain matin dans l'OTAN. Ouais. Donc peut-être que si on l'y avait mise, on n'en serait pas là aujourd'hui. Hein. Peut-être, mais peut-être que si l'OTAN avait été dissoute, comme cela avait été promis aux autorités soviétiques au moment de la chute du mur, alors nous n'en serions pas là. Et qui a fait cette promesse? Eh bien, vous savez très bien que cette promesse a été faite aux dirigeants soviétiques. Mais non. Enfin, tout le monde le dit. Mais elle est dans aucun texte. Pardon, Non, mais... ça a été dit. Ça a été reconnu par tout le monde. Alors, vous pouvez dire maintenant que ce n'est pas vrai, mais si, ça a été dit. Est-ce que j'ai 3 minutes? Non, vous en avez moins que ça. Bon, alors mais... je continue. Pourquoi ai-je dit à un moment donné que l'OTAN était une menace? Parce qu'elle confie la sécurité des Européens à un pays qui s'appelle les États-Unis, Mais non. qui a des intérêts de plus en plus divergents des intérêts européens. Les pays européens, hors la France, ont désarmé. Pourquoi? Parce que les Américains, l'OTAN leur a dit, vous êtes protégés. La baisse des budgets européens de défense est due à l'illusion que les États-Unis allaient protéger. Or, nous remarquons que les États-Unis ont laissé tomber Chiang-Kai-shek en 1949, ils ont laissé tomber leurs amis vietnamiens en 1975, ils ont laissé tomber leurs amis irakiens, ils ont laissé tomber leurs amis afghans, ils n'ont pas été bombardés, M. Assad, en 2013. Confier sa défense ultime à quelqu'un dont la parole
et historiquement non fiable me paraît absolument dangereux. On a un découplage actuellement entre l'Europe et les États-Unis. L'Amérique, pour de bonnes raisons, s'intéresse d'abord à l'Asie. Et donc le problème européen n'est pas son problème. Les raisons pour lesquelles les Américains sont venus en 1917 en Europe et en 1943 n'existent plus maintenant. Mais comme donc, vous l'avez... nous devons être prêts à assurer notre défense. Le soldat Ryan ne reviendra plus jamais mourir sur nos plages et Joe Biden l'a dit, je n'enverrai pas un soldat mourir pour l'Ukraine. L'OTAN nous donne une illusion de défense et fait baisser nos budgets militaires. Il est temps de retrouver une souveraineté. Non, et une question... Voilà, et pour poursuivre, une vidéo que je vous recommande fortement, donc l'Union Européenne et l'OTAN revers d'une même médaille, donc vous pouvez la retrouver sur upr.fr. Juste avant de lancer la vidéo, vous observerez bien la légende en bas à gauche, puisqu'il y a une différence de couleur entre les pays qui rentrent dans l'OTAN et les pays qui rentrent dans l'UE. Et vous aurez compris à la fin de cette vidéo que en fait, l'UE et l'OTAN sont le revers d'une même médaille, c'est-à-dire que quand un pays rentre dans l'OTAN, il rentre ensuite dans l'UE, et on sait que ces deux organisations sont soumises aux intérêts des États-Unis. Alors maintenant, les derniers récalcitrants, ils vont nous dire, maintenant que tout cela est dit, bah c'est quoi le problème si l'OTAN veut s'étendre? C'est des pays souverains qui décident eux-mêmes s'ils sont d'accord ou non. Alors tout d'abord, cela veut dire que vous étiez d'accord pour que l'URSS place ses missiles à Cuba et vise les États-Unis de façon menaçante. Cuba était un pays souverain qui a demandé les missiles russes pour prévenir une nouvelle invasion américaine visant à renverser son gouvernement. Et deux, cela rompt avec une promesse faite à la Russie qui date de la chute du mur de Berlin. On y vient. Dans le magazine allemand Der Spiegel, on nous dit une nouvelle découverte de fichiers de 1991 confirme l'accusation russe. Pendant des décennies, la Russie a affirmé que l'expansion de l'OTAN vers l'Est violait les engagements occidentaux après la chute du mur de Berlin. Maintenant, un document remarquable a fait surface. Et cet article, il date du 18 février 2022, je vous encourage à le lire si vous voulez en savoir davantage. Alors maintenant qu'on a ce regard historique vis-à-vis de la guerre froide, de l'expansion de l'OTAN, et bien maintenant on va s'intéresser donc à cette propagande que l'on subit tous les jours. Alors cette propagande vise à nous dépeindre Poutine donc comme un dictateur. Alors dictateur, ça a été les mots qu'a utilisé Joe Biden. Joe Biden qualifie Vladimir Poutine de dictateur sur Euronews. Et quand on discute avec les gens par rapport à ça, la première chose qu'ils nous disent « Oui, mais t'as vu, il y a des manifestations en Russie et les gens ils se font arrêter. » D'accord, alors oui, il y a des manifestants en Russie qui se font arrêter. Je ne dis pas que tout est parfait dans leur pays, mais si vous trouvez ces images dignes d'un dictateur, comment voyez-vous les images lors du convoi de la liberté en France et des Gilets jaunes à l'époque? Des manifestations ont été interdites, des Français ont été verbalisés pour participation à une manifestation, des Français ont été verbalisés pour port du drapeau français, d'autres ont été mutilés, éborgnés,
mis en garde à vue, d'autres ont fini en prison. La différence entre eux et nous, c'est que les policiers, si vous observez un petit peu leur attirail est beaucoup moindre que ceux de nos policiers. Ils n'ont pas de LBD, ils ne tirent pas sur leurs citoyens. Si vous n'êtes pas convaincu, vous trouverez pas mal de choses là-dessus. Donc là, vous avez Le Monde, le nombre de blessures aux yeux par LBD en forte hausse avec les gilets jaunes. Sur Wikinews, ils ont même fait une page où ils relatent en fait toutes les statistiques par rapport rien qu'au mouvement des gilets jaunes, c'est-à-dire en termes de victimes, de tués, de blessés, pour des gens qui juste n'arrivaient pas à finir leur fin de mois. Donc en termes de gestion de manifestation, je pense qu'on n'a pas vraiment de leçons à donner à Poutine. C'est mon point de vue. Alors en plus d'avoir redressé le pays comme on l'a montré tout à l'heure, il a créé une Russie autonome. Alors il savait que son modèle entrerait en collision avec celui de l'Occident et de la mondialisation à tout va. Donc pour se parer à d'éventuelles sanctions, il a créé une Russie autonome. Donc là sur Courrier International, vous avez un bon article qui parle de l'agriculture, donc la Russie s'approche de l'autosuffisance alimentaire. Mais c'est pas tout. Sur Les Échos, un très bon article, Économie, comment Poutine a fait de la Russie une forteresse autonome. Depuis les sanctions de 2014 qui ont fait suite à l'annexion de la Crimée, Vladimir Poutine a désendetté la Russie et accumulé des services de change. Le pays peut vivre de façon quasi autonome de longs mois, puisqu'il dépend de moins en moins de l'Occident. Et c'est donc contre un pays qui tend vers l'autonomie qu'on accable de sanctions qui vont nous-mêmes nous affaiblir. Mais on y reviendra. Alors un autre point que je souhaitais évoquer, c'est le point de vue des médias, donc qui est uniquement du point de vue ukrainien. Donc on nous décrit le camp ukrainien comme le camp du bien. Donc dans ce conflit, on a un narratif qui nous est donné, seulement celui du point de vue de l'Ukraine. Et on nous donne deux camps, donc le camp du mal, la Russie, et le camp du bien, l'Ukraine, avec aussi l'Union Européenne et l'OTAN. Alors voyons si l'Ukraine fait vraiment partie du camp du bien. Alors sur 20minutes.fr, vous pouvez trouver donc Guerre en Ukraine, une artère de Kiev rebaptisée au nom d'un responsable nazi. Prudence, 3 petits points. Alors, ils essayent de débunker l'information, mais tout en nous disant en fait que cette décision elle a bien été prise, mais en 2016, bien avant l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, en application des lois de décommunisation en vigueur dans le pays. Donc sous le prétexte de décommuniser le pays, eh bien ils le nazifient. Et le fait que ça a été fait en 2016 et non pas pendant l'invasion de l'Ukraine résout apparemment tous les problèmes pour 20minutes.fr. Il n'y a pas de problème qu'une artère soit rebaptisée au nom d'un responsable nazi. Et cette infiltration nazie de milices nazies est tellement forte qu'au Sénat, Madame Nathalie Goulet interroge donc Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères sur la situation en Ukraine. En effet, les partis néo-nazis développent des activités de plus en plus visibles, y compris au centre de Kiev, avec des stands de tir, des pratiques de montage et de démontage de Kalachnikov, et des bureaux d'embrigadement de jeunes dans des milices qui se revendiquent clairement de l'idéologie nazie. Des papiers d'identité de soldats nazis morts pendant la guerre, dont des membres des Sonderkommando, sont en vente libre sur la descente de Saint-André. Ces activités sont conjointes à l'entraînement de miliciens de suprématie blanche qui fomentent des attentats dans toute l'Europe, au nom du tristement célèbre régiment Azov. Ces activités sont extrêmement préoccupantes et elles souhaitent savoir quelle est la position donc, du ministère de l'Europe. Et quelles mesures il compte prendre pour éviter la contagion de cette idéologie mortifère. Et donc c'est quoi ce régiment Azov? Ce régiment Azov, donc aussi connu sous le nom de Homme en Noir, est une unité d'extrême droite néo-nazie et suprémaciste blanche intégrée à la garde nationale de l'Ukraine. Je sais pas si vous réalisez là. Donc voilà quelques photos de ce fameux régiment Azov. Ça donne tout de suite envie d'aller se battre pour l'Ukraine. Mais c'est pas fini, il y a énormément d'informations. Donc guerre russo-ukrainienne, les rebelles syriens cherchent à passer en Europe pour se venger de Poutine. Donc voilà, si vous allez aider l'Ukraine, donc vous serez entouré de rebelles syriens et puis de néo-nazis. On a aussi une députée ukrainienne qui déclare qu'elle ne se bat pas seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour le nouvel ordre mondial, c'est clairement dit. Right now, it's a critical time because we know that we not only fight for Ukraine, we fight for this new world order for the democratic countries. We knew that we are the shield for the Europe. Voilà, mais c'est encore pas terminé puisque l'Ukraine est un refuge inattendu des leaders de Daesh en exil. Et c'est un article de Le Point. Et on nous dit, selon un article du quotidien britannique The Independent, le pays serait devenu l'un des domiciles refuges des djihadistes de Daesh en exil depuis leur départ de Syrie et d'Irak. Ça fait lien avec l'article que je vous ai présenté tout à l'heure avec les rebelles syriens. Et puis bon, maintenant qu'on a parlé de toutes ces milices en tout genre, parlons du président en lui-même. La vidéo n'a pas encore été supprimée sur YouTube, mais vous pouvez voir donc que Zelensky, avant d'être président, donc jouait du piano debout, à la France Gall. Décidément, ce camp du bien a tout pour plaire.
Alors, autre information que je voulais vous donner, c'est par rapport au bombardement du Donbass, puisque, si vous ne le savez pas, depuis 8 ans, l'Ukraine continue de bombarder le Donbass, avec énormément de morts civiles, hein, et malheureusement, il n'y a aucune information sur le sujet, et je vous le prouve, donc vous tapez « Ukraine bombarde Donbass », donc vous tapez, vous avez un premier article de The Epoch Times, 13 000 morts au Donbass, et en fait, quand vous cliquez dessus, eh bien, malheureusement, l'article n'est plus disponible. Vous voyez qu'il n'y a aucun article d'un média mainstream. Vous avez une vidéo « Ukraine bombarde le Donbass depuis 8 ans ». Vous cliquez, eh bien la vidéo ne fonctionne pas non plus, la vidéo est non disponible. Donc l'Ukraine a le droit de bombarder impunément le Donbass et de créer des centaines et des milliers de morts civiles, mais ça, par contre, il n'y a aucun drapeau russe à l'Elysée. Alors, comme on l'a dit, donc on n'a que le point de vue de l'Ukraine qui nous est présenté. On comprend donc pourquoi on veut interdire, et on vient d'interdire, donc RT et Sputnik, donc de diffuser leurs informations. Puisque comme on est en guerre, hein, comme l'a dit Macron, on ne doit avoir que notre propagande à nous, et surtout ne pas avoir celle de notre adversaire, qui viendrait détruire la nôtre. Et donc c'est van der Leyen et Borrell qui ont décidé que l'UE interdise donc la diffusion de RT et de Sputnik, et pourtant ils n'en ont pas le pouvoir. Voilà, donc ces organes de presse sont accusés de diffuser des mensonges pour justifier la guerre d'après Ursula von der Leyen, donc présidente de la Commission européenne. Mais de notre côté, il n'y a aucun mensonge, rassurez-vous. Et par rapport à ça, donc on a Michel Onfray qui a dit que si on suspend RT et Sputnik, arrêtons Radio France aussi, ce qui est pas faux. Enfin, la propagande bat vraiment son plein, hein, puisque là on avait un article donc de RTL France, donc que je ne peux plus retrouver désormais, hein, mais que j'avais vu passer à l'époque. Donc le travailleur russe qui ne s'informe pas et qui regarde uniquement 20 minutes d'infos le soir en rentrant du travail est endoctriné depuis des années, explique une spécialiste. Eh bien, j'aimerais que ces spécialistes donc s'intéressent aux Français, hein, qui ne s'informent pas et qui regarde uniquement 20 minutes d'infos le soir. Donc il faudrait vraiment qu'on m'explique la différence entre être un citoyen russe et être un citoyen français. Sachant en plus que nos médias sont très indépendants, on le sait, hein, financièrement. La propagande de guerre nous ferait presque regretter la propagande vaccinale. C'est dire. Et donc maintenant on va s'intéresser à la position de Macron, donc qui s'affiche donc avec ce drapeau ukrainien, avec donc la tour Eiffel aux couleurs de l'Ukraine, le drapeau ukrainien sur les chaînes de télévision françaises. Donc selon moi, la position d'un vrai président français, libre, indépendant, souverain, ça aurait été en fait de s'éloigner de ces instances, donc de l'Union Européenne, de l'OTAN, et pouvoir ainsi être libre d'exprimer sa propre pensée, n'être influencé par personne, et ainsi se placer comme un médiateur, un négociateur pour la paix entre les deux camps. De cette façon, il aurait plutôt été écouté par Poutine et non pas ridiculisé comme il l'a été. La France, selon moi, doit retrouver une voix libre, indépendante, qui se fait entendre par les pays du monde comme étant la voix de la paix. Elle a déjà eu cette place par le passé. Au lieu de cela, il envoie des troupes en Roumanie, il envoie des armes à l'Ukraine. Comment peut-il penser qu'il sera écouté par Poutine alors qu'il est biaisé dans le rapport de force? Et donc on vient sur la finalité, sur pourquoi est-ce que Macron se comporte ainsi. En fait, il a un seul but, c'est de créer cette Europe de la défense. Utiliser la crise en Ukraine pour que l'Union européenne crée sa propre force militaire qui supprimerait les défenses nationales de chaque pays. Tout cela tend vers ce qu'on appelle les États-Unis d'Europe, c'est-à-dire noyer les nations de chaque pays dans l'Europe. La France réduite à une simple région de l'Europe, comme la Bretagne, l'est pour nous à l'échelle nationale. Ce sera de même pour tous les autres pays, et ensuite les mondialistes n'auront plus qu'à noyer l'Europe dans le monde, et ils auront donc leur fameux gouvernement mondial, auquel Sarkozy était très cher. En ayant supprimé les identités, les cultures propres à chaque pays, et bien voilà, ils auront ce gouvernement mondial. Si vous avez compris ça, en fait vous comprenez la stratégie de Macron et de Zelensky, hein, qui sont des pions utiles à ce plan. Et donc les États-Unis d'Europe, donc vous pouvez retrouver sur Wikipédia, donc les États-Unis d'Europe sont un scénario prospectif de l'évolution de l'Europe politique, principalement représenté par l'Union européenne, fondée sur le fédéralisme européen, dans lequel les pays européens seraient des entités fédérées dans un super État européen sur le modèle peu ou prou des États-Unis d'Amérique. Mais vous n'avez pas mieux que Victor Hugo pour vous en parler, et oui, il avait vu loin. Donc sur upr.fr, vous pouvez retrouver ça, donc Victor Hugo et l'Europe. Découvrez ce qu'était réellement son projet des États-Unis d'Europe. Et donc vous pouvez retrouver donc ici une citation de Victor Hugo qui nous dit « Un jour viendra où vous, France, vous, Russie, vous, Italie, vous, Angleterre, vous, Allemagne, vous toutes, nations du continent, sans perdre vos qualités distinctes et votre glorieuse individualité, vous vous fondrez étroitement dans une unité supérieure et vous constituerez la fraternité européenne, absolument comme la Normandie, la Bretagne, la Bourgogne, la Lorraine, l'Alsace se sont fondus
dans la France. Je sais pas s'il y a besoin de rajouter quelque chose par rapport à ça, je pense que c'est plutôt clair. Et donc cette propagande, elle est vraiment très présente en ce moment, et le symbole de cette propagande, donc c'est ce drapeau ukrainien qu'on revoit partout, même sur l'application Stop Covid. Et donc on a le droit aujourd'hui d'être manifestant français, de faire une manifestation pour l'Ukraine. Là, il n'y a pas de LBD, il n'y a pas de gaz lacrymogène, il n'y a pas de grenades d'encerclement. Là, il n'y a pas de souci, on peut aller manifester. Donc le gouvernement nous dit qu'il y a des bonnes et des mauvaises manifestations. Et puis il y a des drapeaux qu'on peut brandir et des drapeaux qu'on ne peut pas brandir. Donc le drapeau français, si vous le brandissez, vous êtes verbalisé. Un drapeau ukrainien, par contre, ça ne pose pas de problème. Et puis, qui dit guerre, dit propagande de guerre, et alors là, la propagande de guerre, comme je le disais tout à l'heure, va nous faire regretter la propagande vaccinale, tellement elle est indigeste et visible. Donc là, on a Média Avenir qui nous dit, qui relaie les informations, l'armée ukrainienne affirme avoir tué 3500 soldats russes et détruit 14 avions, 8 hélicoptères, 102 tanks, 536 véhicules blindés depuis le début de l'invasion russe en Ukraine. Alors je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la nature militaire de l'Ukraine, c'est-à-dire sa capacité militaire. Franchement, elle est ridicule, contrairement à l'armada russe en face. On l'a vu tout à l'heure, mais on continue de nous dire que l'armée russe s'enlise, n'arrive pas à avancer, qu'elle subit des pertes terribles. Donc là, bienvenue dans la propagande de guerre, et ce n'est que le début à mon avis. Et puis donc je vais vous montrer 2-3 petites informations qui sont passées ni vues ni connues. On nous balance, les médias sont vraiment en roue libre actuellement, ils nous balancent des informations, des images sans rien regarder, sans rien vérifier, c'est prenez, mangez. Et après heureusement il y a des gens qui font le tri sur les réseaux sociaux. Donc là par exemple, alors ça je l'avais entendu pendant une semaine, là, tout le monde me le disait, mais t'as vu les Russes ils sont irrespectueux, c'est des fous. Et donc on m'avait montré cette vidéo donc d'un blindé russe qui écrase donc la voiture d'un civil à Kiev, et en fait après vérification, en fait c'était pas du tout un tank russe, c'était en fait un blindé ukrainien. Et donc après, on m'a dit oui, mais comme c'était un blindé ukrainien, il fuyait, donc il a perdu le contrôle, donc voilà, c'est pas très grave. Mais du coup, si c'est un tank ukrainien, ça va, si c'est un tank russe, par contre, c'est juste atroce. Et tout ça, finalement, ça passe comme du petit lait pour certains, c'est-à-dire que ils suivent juste les médias mainstream, donc ils prennent les informations, ils prennent les intox, et ils ont même pas la vérification derrière, donc eux, ils enchaînent. On a aussi d'autres images qui ont circulé, comme ces images d'avions qui étaient détruits, et or, c'était pas du tout des avions sur le champ de bataille en Ukraine ou en Russie. Et puis alors moi ce que j'adore c'est tous ces journalistes qui sont avec les casques, qui sont en habits donc de guerre, et juste à côté on a les touristes qui prennent des photos, qui viennent juste visiter la ville. Donc voilà, on en fait vraiment encore des tonnes. C'est comme le Covid, vous vous en rendrez compte plus tard, on se dira, mais on en a fait vraiment des tonnes pour pas grand chose. Et puis un petit motif d'espoir, alors certains diront c'est pas assez, mais bon, un petit sondage, 70% des Français sont opposés à une intervention militaire de la France en Ukraine. C'est vrai qu'on devrait être quand même plus, j'imagine. Aller défendre l'Ukraine, plus s'ingérer dans une guerre qui n'est pas la nôtre, plus s'attaquer à la Russie, ça fait un petit peu rire. Et donc on entend ici et là donc des voix de va-t-en-guerre, la France qui devrait aller intervenir en Ukraine. Or on se rend compte que rien que d'aller déposer des troupes en Roumanie, on a utilisé des transports russes. Donc en fait, malgré l'arrivée de l'A400M, les forces françaises dépendent largement des gros porteurs Antonov 124 affrétés via des intermédiaires opaques et dont les 2 tiers appartiennent à des compagnies russes. Voilà, donc ces personnes-là, c'est juste des irresponsables, des gens qui voudraient qu'on rentre en guerre contre la Russie, c'est juste incroyable. Et donc dans cette idée là de jouer des braves, on a Bruno Le Maire qui se lâche, qui nous dit nous allons provoquer l'effondrement de l'économie russe. Et donc j'ai adoré la réponse d'Olivier Delamarche qui nous dit la seule véritable sanction qui pourrait provoquer l'effondrement de l'économie russe serait de t'envoyer comme ministre de l'économie là-bas. Excellent. Et puis donc suite aux propos de Bruno Le Maire qui a déclaré donc vouloir provoquer l'effondrement de l'économie russe, l'ex-président de la Fédération de Russie, Dmitri Medvedev, menace le gouvernement français de guerre réelle, ce qui a conduit donc Bruno Le Maire à revenir sur ses propos qu'il juge lui-même inappropriés. Voilà, donc tous ces gens-là sont des irresponsables, ils poussent à la guerre alors qu'ils savent très bien que c'est une guerre qui 1 ne nous concerne pas, 2 est perdue d'avance, 3 n'apportera que des désastres pour nous Français. Et d'ailleurs, en parlant de désastres, on peut comparer un petit peu donc les armées de chaque côté. Donc on a la Russie, la France, donc en termes de personnel actif, vous imaginez bien que la Russie est largement supérieure à nous, rien qu'en termes de nombre d'habitants. Le personnel de réserve, les forces paramilitaires, le nombre de chars, voilà, je pense que tout est dit. Le nombre d'engins blindés, le nombre de chars, le nombre d'engins, le nombre d'artillerie, de lance-roquettes, de porte-avions.
On est meilleur dans un seul domaine, c'est sur les porte-hélicoptères, puisque nous en avons 3 et la Russie n'en a pas. À part ça, vous l'aurez compris, il n'y a pas match, on va dire, entre les deux. Donc à ceux qui nous lancent, à ceux qui s'enflamment de s'attaquer à la Russie, il faudrait d'abord se calmer et regarder un petit peu les effectifs de chacun et les conséquences d'une telle décision. Notamment aussi avec donc ce missile, le Satan 2, capable de raser un pays comme la France et qui en plus est invisible. Donc on n'aurait même pas le temps de le détecter que notre pays serait rasé. Donc voilà, s'il y a des gens qui veulent affronter cette nation-là, pourquoi pas, mais selon moi c'est des irresponsables. Et puis alors ce qui est bien avec la propagande de guerre et puis avec les crises en tout genre, c'est que eh bien on a des millions qui sortent de nulle part, donc l'argent magique de retour après le Covid et les milliards dépensés. Eh bien regardez, on a 300 millions d'euros qui vont partir en aide à l'Ukraine. Macron décide ça de son propre chef sans en demander l'accord des Français qui je pense l'auraient refusé, puisque on n'a pas d'argent pour les services publics, par contre on en a pour aller aider l'Ukraine face à la Russie. Alors maintenant on peut s'interroger un petit peu sur les conséquences. Quelles conséquences est-ce qu'il va y avoir de cette crise? Eh bien tout d'abord on voit déjà des premières conséquences, donc l'Ukraine, la Géorgie, la Moldavie. Pourquoi une nouvelle expansion de l'Union Européenne n'est pas si simple? Oh là, ils sont un peu déçus parce que c'est pas simple, mais en tout cas, on pousse pour que l'Ukraine, la Géorgie, la Moldavie rentrent dans l'Union Européenne. Vous l'avez vu avec la vidéo en début de partie avec l'UPR. Donc en plus de menacer la sécurité de la Russie, eh bien ce sera double effet, puisque la Géorgie, regardez, 352 € par mois en termes de salaire, la Moldavie 343 € par mois, l'Ukraine 253 € par mois, oui. Cela permettra aux grandes entreprises de tirer encore une fois les salaires vers le bas, avec des salaires qui sont complètement ridicules comparés aux nôtres. Mais ça, on le sait bien, ça va aider et ça va favoriser certains. Alors on peut se demander aussi, est-ce qu'on va aller vers ces États-Unis de l'Europe ou est-ce qu'on va aller vers un effondrement et un retour aux États-nations? Ce qui se passe actuellement pourrait montrer que nous ne sommes plus souverains et du coup peut-être nous donner envie, nous remotiver à le redevenir, que ce soit français, que ce soit italien, espagnol, tous les pays européens. Donc est-ce qu'on part vers ces États-Unis d'Europe comme on l'a décrit tout à l'heure ou est-ce qu'on part plutôt vers un effondrement de l'Union européenne et un retour aux États-nations? C'est la question qu'on peut se poser. En tout cas, il y a un premier pilier qui est en train de s'effondrer, c'est ce slogan qu'on nous avait vendu à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire l'Europe c'est la paix. Eh bien, l'Europe ce n'est plus la paix. En effet, on a l'Allemagne qui annonce débloquer une enveloppe exceptionnelle de 100 milliards d'euros pour renforcer sa défense, donc le temps de l'Europe de la paix est révolu. On a d'ailleurs, face à l'invasion russe, donc l'UE qui va financer l'achat et la livraison d'armes à l'Ukraine. Encore une fois, ce pilier est en train d'être détruit. Et c'était un pilier important, puisque à tous ceux qui voulaient quitter l'Union Européenne, on nous disait « mais si vous quittez l'Union Européenne, c'est la guerre ». Voilà. C'était vraiment l'argument de fond qui nous était donné à chaque fois. Eh bien, si cet argument n'est plus valable, ça va en faire réfléchir certains. Et puis, question qui est la même, qui rejoint le Covid, va-t-on vers la fin de nos libertés individuelles, ou est-ce là une opportunité de les récupérer en montrant à quel point ces libertés sont devenues fragiles? C'est la question, puisque, vous voyez, notre liberté n'est plus un acquis. Que ce soit le Covid ou que ce soit la crise en Ukraine, le gouvernement est le meilleur pour restreindre et supprimer nos libertés. Et on sait que, mécaniquement, plus on supprime, plus on rogne nos libertés, plus ça réveille quand même certaines personnes qui sont alertes. Et plus important peut-être encore, les tensions diplomatiques qui s'installent avec la Russie, les sanctions à l'égard de la Russie entraîneront-elles des crises économiques, des crises énergétiques pour nous Européens? Observera-t-on un effet boomerang à vouloir sanctionner un pays qui est autonome alors que nous-mêmes nous sommes ultra dépendants? Et en partie de ces pays-là. Et on a déjà des premiers effets qui sont sentis. Donc tout d'abord, la suspension de Soyouz à Kourou, donc un cauchemar pour l'Europe, la France et Arianespace. L'agence spatiale russe a décidé de suspendre les lancements de Soyouz à Kourou en réaction aux sanctions de l'Union européenne après l'invasion de la Russie en Ukraine. Cette coopération est cruciale pour l'accès à l'espace de l'Europe et de la France, notamment dans la période de transition entre Ariane 5 et Ariane 6. Elle est très importante pour Arianespace qui a 8 lancements Soyouz en 2022. Donc c'est en cela que je dis que nos gouvernements sont vraiment des irresponsables, c'est qu'ils ne calculent pas l'impact que ça va avoir pour nous, Français, et plus globalement pour notre pays. C'est comme le Covid, on ne mesure pas l'impact des mesures qu'on est en train de prendre actuellement. On les verra sans doute plus tard. Et puis, qui dit donc des tensions diplomatiques avec la Russie, dit donc des conséquences sévères donc sur différents produits dont nous sommes dépendants. Vous voyez que donc le pétrole il est en train d'augmenter, le gaz a été multiplié par 2,5 en un mois, on a le blé qui augmente, l'engrais qui commence à devenir de plus en plus cher. Suite aux sanctions, on a aussi la Chine qui remercie l'UE pour ces sanctions, donc puisque les banques russes se tournent vers le CIPS
pour contourner donc le système SWIFT. Donc on se rend compte que les sanctions qui sont prises ne vont pas avoir un impact sur la Russie, mais vont avoir un impact plus grand sur nous, Européens. Voilà, donc je pense que c'est le temps de conclure. J'aurais pu faire cette vidéo encore bien plus longue, mais j'ai essayé de la restreindre pour que ça soit pas trop long. Ce qu'on peut en conclure, c'est que tout d'abord, on a un sentiment, c'est qu'on vit un tournant davantage idéologique et civilisationnel. On a d'un côté la Russie, qui est le dernier rempart à la dérive folle de l'Occident. On avait donné des exemples par le passé lors de mes différents lives. Ils maintiennent les socles de notre civilisation, la famille, la culture, la souveraineté et l'indépendance. Ils sont un rempart contre la mondialisation, le projet de faire de l'Europe des États-Unis d'Europe. Ils sont un rempart contre une gouvernance mondiale tant voulue par nos dirigeants. N'est-on pas à un moment charnière de l'histoire, que certains ont appelé l'apocalypse, mais que je résumerais plutôt par révélation? En effet, deux blocs très opposés s'affrontent, et cette opposition permet au moins la libération de la vérité. With the connivance of Germany, France and Poland, and with the support of the United States, where the legitimately elected president of the country was overthrown. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je tiens à remercier vraiment grandement toutes les personnes qui ont fait des dons. Malgré mon absence, j'ai vu énormément de dons passer et c'est vraiment très gentil à vous, je vous remercie. Je vous souhaite comme toujours beaucoup de courage et je vous dis à très bientôt. Allez, salut!